Donc l'autre conférence, il va s'agir de regarder comment on peut valoriser les biodéchets à l'échelle d'une ZAC et rendre l'occupant acteur de sa décarbonation au quotidien. C'est un vaste sujet. Je serai accompagné pour cette présentation par Vincent Brère, qui est le président de Pouget Consultant. Donc, soit tu prends... Ouais, ah bah ça marche bien. Super. Bonjour à toutes et tous. Je te passerai la zapette. Alors, on va regarder dans cette présentation le contexte réglementaire lié au tri des biodéchets très rapidement. En une slide, je vous promets, on ne va pas faire de la réglementation. On regardera un exemple de valorisation de la collecte des biodéchets à l'échelle d'une ZAC. Très important, très intéressant de regarder à l'échelle d'une ZAC en cours d'études ce qu'on pourrait collecter en termes de biodéchets et quel gisement ça pourrait représenter. Et justement, on fera une mise en perspective du gisement de biodéchets au regard d'une solution hybride gaz. Comme vous étiez là sur la conférence précédente, vous avez compris que l'hybride gaz, ça consommait très peu de gaz, puisque c'est la PAC qui fera 80% de la couverture en besoin. Et donc, il y a un intérêt, on le verra après. Et après, on fera un petit point sur l'avancée de la méthanisation en région centre-ouest, et notamment en Pays de Loire. Que dit la loi? Alors, la loi, au 1er janvier 2024, elle nous dit qu'il va falloir s'occuper de nos biodéchets. C'est quoi des biodéchets? C'est pas seulement ce qu'on met dans les composts dans le jardin, c'est aussi l'os du poulet, c'est aussi le pot de yaourt qui n'est pas vide, et tout ce qui est déchets d'origine organique. Effectivement, on ne peut pas tout mettre dans le compostage, sinon on va attirer les rats assez rapidement si on met de la nourriture. Donc il y a une autre possibilité de collecte de ces biodéchets qu'on sera obligé de traiter à partir du 1er janvier, d'une manière individuelle ou collective. Individuelle si on est en maison individuelle et plutôt collective si on est en logement collectif. Il faudra que tout le monde s'organise pour ça. C'est de les valoriser sous forme de combustible, c'est-à-dire de méthanisation. Quand on met effectivement des biodéchets dans un méthaniseur, on fabrique du méthane, du biométhane. Et nous, effectivement, avec ces procédés-là, on peut réinjecter le biométhane dans les réseaux. C'est la même caractéristique de gaz. 97% c'est du méthane, et donc on peut le valoriser. Et c'est ce qu'on appelle du gaz vert. On verra après quels sont les taux de gaz vert en Pays de Loire. Et ce biométhane est décarboné, donc il permet drastiquement de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le biométhane, c'est 44 grammes de CO2 par kilowattheure versus 227 grammes pour le gaz fossile, celui qu'on a classiquement. Ok, donc là, je vais passer la parole à Vincent pour prendre l'exemple d'une ZAC de 260 logements. Merci. Du coup, on a fait l'exercice, pour comparer, comme dans tous les projets, au départ, on met en parallèle différentes solutions énergétiques pour alimenter ce futur quartier, solutions individuelles, solutions collectives. Il y avait différentes possibilités qu'on a donc étudiées. Donc ici, on est sur un projet Nantes Métropole qui est en 8 lots, 240 collectifs, 20 maisons individuelles, au sens de la RE 2020, vous savez, en fonction des accolements, etc. Donc on se retrouve avec 20 bâtiments à calculer suivant le régime RE 2020 et avec des ambitions donc 2025. Projet plutôt anonymisé, on va dire, à ce stade, on est un peu en amont. Donc, premier réflexe, effectivement, on se dit objectif 2025, le gaz individuel, c'est pas évident. Donc, l'hybridation paraissait toutefois une solution pertinente à regarder au même titre que les solutions toutes pompe à chaleur. Et en plus, effectivement, une fois qu'on a compris qu'on va devoir gérer les biodéchets, et donc le promoteur qui s'intéresse en même temps à la gestion de ces déchets, à l'organisation à l'échelle du quartier de cette nouvelle contrainte, on va dire, pour l'instant, autant faire d'une pierre deux coups et le valoriser. Donc on se rassure sur le fait que le biogaz, comme vous voyez le dernier histogramme à droite,
passe en dessous du seuil IC Énergie 2025, au même titre que les solutions pompe à chaleur ou les solutions PAC hybride. Donc évidemment, là, on est dans de la prospective un peu théorique et le thermicien, il ne peut pas le valoriser clairement dans son moteur de calcul pour l'instant. Ce sera rouge, ça ne passera pas. Mais on se projette. Donc à partir de là, il y a quelques données qui sont déjà disponibles sur comment calculer, comment valoriser ce biogaz dans le mix énergétique. Donc 250 logements, 2,17 personnes par logement, ça nous fait 562 habitants. On a un ratio qui nous dit, en moyenne, il y a 37 kg par habitant par an de produits valorisables en termes de biodéchets. Donc 20 tonnes de déchets valorisables par an à l'échelle de cette ZAC. Un ratio issu de Biogaz Planète nous dit 756 kWh PCI par tonne de déchets alimentaires. Du coup, on se retrouve avec une production potentielle de 15,7 MWh par an de biogaz à l'échelle de cette ZAC. Donc maintenant, eh bien, on met en parallèle les consommations en fonction de différents systèmes. Si on compare, donc là évidemment on va plutôt parler gaz, donc PAC hybride ou chaudière full gaz, on serait à 3,7 MWh par an de gaz. Là sur les maisons il y en a 18, donc ça ferait 66 MWh par an de gaz naturel lié aux maisons. Ou si on est en PAC hybride, 0,6 MWh par an, 18 unités, 10 MWh pour la solution hybride maison individuelle. En termes de logement collectif, si je fais le même exercice, c'est-à-dire combien je consommerais de gaz si je suis en PAC hybride, alors on a fait différents scénarios en termes d'hybridation, suivant les dimensionnements des différents équipements. On peut pousser la machine à consommer entre 10 et 30% de gaz dans l'année. Donc vous voyez qu'au final, donc ça fait 36 ou 120 MWh de gaz sur l'hybridation et jusqu'à 360 MWh sur la ZAC. Donc maintenant, l'idée c'est de mettre les deux en parallèle et de voir que pèse, que représente ce biogaz par rapport au gaz naturel qui pourrait être dépensé. Donc, vous vous souvenez, on produisait 15,7 MWh par an de biogaz, ce qui fait que si on compare avec la colonne de gauche où on voit ce qu'on consomme, eh bien on pourrait couvrir l'intégralité des maisons, enfin jusqu'à 24 maisons qui fonctionneraient, qui seraient alimentées avec du biogaz. Donc, on est sur une couverture complète des maisons en biogaz, ou 4 maisons si celles-ci fonctionnaient en 100% chaudière individuelle. Même exercice sur les logements collectifs. Une centaine de logements collectifs pourraient valoriser le fait d'être alimentés par du biogaz issu de cette ZAC, entre 32 et 100 suivant les scénarios de dimensionnement d'hybridation. Et 10 logements collectifs, un petit plot de logements collectifs, si on était en tout gaz individuel, tout chaudière sur ces logements-là. Avec un chauffe-eau thermodynamique. Oui, ouais. Tout à fait, quand même, pour passer le seuil. Vous voyez l'exercice. Donc, ça veut dire que en prospective ou en communication, en valorisation et sur le fait d'alimenter quand même, d'amener le gaz quand même à l'échelle de ce quartier parce qu'on sait qu'on va le valoriser à court ou moyen terme, et ben c'est intéressant de faire l'exercice et de rassurer des potentiels clients ou prospects sur le fait que cette hybridation, elle peut trouver du sens par rapport à la gestion des biodéchets. Et donc, on pourrait tout à fait dire que les 18 maisons individuelles sont couvertes par le biogaz issu des biodéchets du quartier, ou potentiellement 2 îlots, après on peut mixer comme on veut, mais vu les découpages multiples qu'on a sur cette opération,
Voilà, on pourrait avoir 2 îlots mixtes en pack hybride ou un petit bâtiment en tout gaz plus CET. Ça met un peu de perspective sur le fait de continuer à déployer, à ramener un gaz. Mais après, Eric, tu vas nous sortir les autres arguments. Alors, merci Vincent, hein, on voit effectivement que ça match dans les calculs. Hein, on n'est pas ridicule quand on regarde à l'échelle d'une ZAC ce qu'on peut collecter en biodéchets, comment on peut le valoriser en biométhane et le ramener en part de consommation par rapport à ce que consomme la ZAC, surtout si on est sur une technologie hybride qui consomme moins de gaz, effectivement, de par sa technologie qu'une solution 100% gaz. Et on voit sur cette slide que, ça y est, on commence à s'organiser. Il y a des startups qui ont, ça y est, lancé l'organisation de la collecte des biodéchets à l'échelle de bâtiments collectifs, de ZAC. En bas, on voit ce qu'on appelle la Gaia Box, c'est dans le Loir-et-Cher, c'est vers la Motte-Beuvron. Effectivement, une Gaia Box, c'est un système qui permet aux habitants proches de la box de pouvoir, avec un seau, collecter leurs biodéchets, les mettre dedans. Il y a un système de puces qui permet d'identifier. Et ensuite, la start-up collecte ces biodéchets, les route vers un méthaniseur proche. Ça n'a pas de sens d'envoyer ça à l'autre bout de la France. Ça serait ridicule. Il y aurait du contresens. Il faut que le méthaniseur soit régional, le plus proche possible, pour avoir un circuit court. Le méthaniseur, lui, vient méthaniser, hein, c'est le cas de le dire, le biodéchet, fabrique du biométhane. Ce biométhane est réinjecté dans le réseau et ainsi de suite. Vous voyez, la boucle est bouclée. Donc on est sur quelque chose de plutôt vertueux. Il nous manque le véhicule législatif pour faire entrer ça dans le calcul réglementaire RE. Ce n'est pas encore le cas parce qu'on est en phase de démarrage, mais c'est la suite. Et on voit que y a différents types de conteneurs aujourd'hui qui existent. Hein. Sur Nantes, vous avez une start-up qui s'appelle de l'assiette au champ. L'assiette au champ qui a démarré, qui collecte les biodéchets, notamment dans les cantines, pour les router vers des méthaniseurs. Les gens en Vendée aussi sont pas mal en avance sur ça. Hein. Le conseil régional a déjà organisé aussi de la collecte au niveau je crois que c'est des collèges ou des lycées. Alors, où est-ce qu'on en est du biométhane? Parce que c'est bien de fabriquer, de collecter des biodéchets, mais après, il faut effectivement pouvoir les envoyer vers un méthaniseur et pas, comme je vous le disais, à l'autre bout de la France. En Pays de Loire, on a 50 unités de méthanisation, ce qui est beaucoup. Hein, ça a été très très vite, vous verrez que ça a été exponentiel. Et ça va aller de plus en plus vite parce que le ministère a dernièrement envoyé des signaux positifs aux producteurs et aux porteurs de projets pour les inciter à continuer. Donc aujourd'hui, la couverture de ces 50 unités de méthanisation, c'est qu'elles injectent 830 millions de kilowattheures de biométhane par an. 830 millions de kilowattheures de biométhane par an sont injectés dans les réseaux à l'échelle des Pays de Loire, sur 50 méthaniseurs. Alors ça représente, si on regarde un peu un logement moyen, enfin récent, une couverture de 138 000 logements récents gaz, plutôt modèle RT12. Et si on regarde un peu l'hybride, ce qu'on a vu tout à l'heure, si on fait un ratio, une cote mal taillée entre le 10% et le 30%, ça représente 1 500 000 logements récents qui sont couverts aujourd'hui si ils sont équipés d'une PAC hybride. Vous voyez qu'on n'est pas sur des chiffres confidentiels, hein. On commence à arriver sur des choses qui sont significatives. Et on voit, après, je ne rentre pas dans le détail, hein, le nombre des méthaniseurs qu'il y a par département. Le taux de couverture actuel des 50 sites, c'est quoi? C'est, vous voyez, c'est encore assez faible autour de Nantes, mais en Vendée, on est quand même à plus de 10%, de biométhane, de gaz vert présent dans les réseaux actuellement. Actuellement, en Vendée, il y a plus de 10% de gaz vert. Angers, autour d'Angers, c'est 4,65, Laval 4, Le Mans 4% à peu près. Mais on voit la croissance exponentielle, 2023, 828, et en 2017, on était à 96, c'est-à-dire à 4 méthaniseurs en 2017, 2018, 6, et on voit qu'aujourd'hui, on est à 50. On est à 600 aujourd'hui en France, méthaniseurs. Quand on se projette, et c'est pas de l'extrapolation magique, hein, c'est tous les projets qui sont dans le pipe, qui ont été déposés, parce qu'un porteur de projet, c'est souvent un agriculteur, hein, dépose son projet,
via une étude de faisabilité qui est un peu longue et lourde et qui est coûteuse. Donc quand il dépose son projet, c'est qu'il veut vraiment y aller. Quand on regarde l'extrapolation de ses projets à l'échelle de 2027, à l'horizon 2027, vous voyez que les chiffres ne sont plus les mêmes. Côté Vendée, on est quasiment à un quart. Hein. Laval, enfin côté Mayenne, on a rattrapé le retard, 22%. 17% au niveau Sarthe, Maine-et-Loire 13%, Nantes, qui est un peu, enfin la Loire-Atlantique, qui est un peu moins rurale, sera aux alentours de 5%. On voit qu'on sera à 2,1 TWh. Donc là, on est sur des chiffres qui commencent à parler, et on fait le pari que le législateur commencera à regarder ce que pèse le gaz vert dans le réseau pour pouvoir l'intégrer comme énergie différente que le gaz fossile, qui est calibré aujourd'hui à 227 grammes de CO2 par kilowattheure. Le biométhane, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 44 grammes. Il faut que le législateur l'intègre dans le moteur de calcul. Donc, quand on aura des chiffres un peu moins confidentiels que ce qu'on a aujourd'hui, eh bien, on aura effectivement, je pense, plus de matière à parler avec le législateur pour rentrer ça dans les moteurs de calcul. Et puis, je l'ai dit dans la précédente conférence, l'ADEME a validé notre scénario 100% gaz vert en 2050. Alors ça se définit comment, 100% gaz vert en 2050 ? On va avoir une baisse de l'intensité énergétique. Hein. C'est le projet lié à la PPE, à la loi de transition énergétique. Il faut baisser l'intensité énergétique du pays. Quand on regarde cette baisse d'intensité énergétique du pays, quand on sait que nous, on va perdre des parts de marché gaz, hein, c'est inévitable, c'est normal. Il faut moins consommer. Eh bien, par rapport au potentiel en France méthanisable, et là je ne parle pas de dévier le modèle agricole, hein. Il ne s'agit pas de dévier le modèle agricole, il ne s'agit pas de dire maintenant on va arrêter de nourrir les gens et les animaux et fabriquer du gaz, ce n'est pas l'idée. La France a légiféré en disant il y aura 15% maximum d'intrants d'origine agricole qui seront routés vers les méthaniseurs, maximum. Aujourd'hui on n'y est même pas. On arrive à couvrir avec d'autres procédés complémentaires qui sont la pyrogasification et la méthanation, mais je ne rentrerai pas dans le détail ici. On arrive à couvrir 100% du potentiel de gaz consommé à l'horizon 2050. Voilà, donc on est dans cette étude avec Vincent sur le premier pas, c'est-à-dire qu'au 1er janvier 2024, il faut collecter les biodéchets, qui seront un atout complémentaire à la méthanisation. Hein. Il n'y aura plus que la partie agricole. Il faut savoir qu'à Rezé, pas loin d'ici, il y a aussi la STEP, la station d'épuration, qui méthanise les boues, la station d'épuration, qui injecte dans le réseau nantais. Donc il y a différents types d'intrants, et les biodéchets vont représenter un intrant pas négligeable. On l'a vu à l'échelle d'une ZAC, ça peut représenter une manne assez intéressante. Voilà, écoutez, merci pour votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions. Il nous reste finalement du coup pas mal de temps. N'hésitez pas. Surtout si ça n'a pas été clair, parce qu'effectivement, on a parlé hybride, biométhane ou autre. Bonjour. Je voulais savoir, dans les 37 kilos par habitant, est-ce que vous comptez les déchets verts qui viennent des espaces verts entretenus ? Là, je crois qu'on ne l'a pas valorisé, non. C'est pas que mais ce serait encore plus, quoi, du coup. Ouais. On a réalisé une autre étude à l'échelle d'une ZAC qui valorisait ces déchets verts. C'était une ZAC beaucoup plus importante en Bretagne, effectivement, où il y avait un collège également et des espaces verts. Et en effet, ils étaient valorisés, et c'est un potentiel méthanisable très intéressant. Ouais, très intéressant. Merci. Bonjour. Vous avez présenté des startups qui mettaient en place des bacs de récolte. Concrètement, est-ce que, à l'échelle des collectivités, elles sont déjà organisées en termes de collecte pour dédier des camions de récolte enfin, voilà, quel impact sur la composition du quartier, sur les contraintes techniques on sait que composer avec les services déchets, c'est jamais simple. Déjà quand on est avec des bornes d'apport volontaires, et quelles contraintes supplémentaires en fait ça représente, et est-ce que tout est déjà organisé pour début 2024 ? Tu compléteras si tu veux. Okay, bon. Alors on voit que les collectivités se cherchent un petit peu sur ce point-là, c'est clair, hein. Il y a une volonté. Les collectivités sont en train de s'organiser, elles se sont approchées de ces startups, je sais qu'il y a eu des discussions.
Aujourd'hui, tout n'est pas clairement écrit dans le marbre. C'est en train de se faire. Après, à l'échelle, pour répondre à la deuxième question, à l'échelle d'un programme, oui, ça peut représenter une contrainte. Il faut savoir où on met le conteneur. Donc là, sur le programme là, on a une discussion avec le bureau d'études VRD, je crois, qui est en cours, pour pouvoir savoir où les conteneurs seront mis, mais au même endroit que les autres conteneurs, finalement, si je ne me trompe pas, Vincent. Oui, du coup, c'est vrai que concrètement, il en faut entre 2 et 3 à l'échelle de ce quartier. En gros, 2 mètres carrés de plus sur les points d'apport volontaires, effectivement, à répartir. Et un passage par semaine, je crois, quelque chose comme ça. Mais ça, c'est pas clair encore, parce qu'effectivement, il y a le modèle à trouver entre la métropole et ces boîtes privées. Mais oui, ça commence le premier sujet du promoteur ou de l'architecte urbaniste, ça fait un bac en plus à caler, ça rogne un peu sur le reste des espaces publics. Mais bon, voilà, c'est dans le sens de l'histoire, il faut leur faire de la place. Mais c'est ça, le 2 à 3 à l'échelle du quartier, quoi. Après, rien n'interdit d'augmenter le potentiel d'une ZAC en permettant aux habitants autour de la ZAC de venir effectivement collecter leurs déchets sur la ZAC. Ça augmente le potentiel, mais voilà, c'est des discussions à avoir avec effectivement avec la métropole. Je suis d'accord, c'est pas toujours facile, mais on voit que tout ça s'initie. Je pense que l'obligation fera que la solution arrivera. Mais c'est vrai que l'anticipation est un peu compliquée, j'avoue. Une question, Eric. Est-ce qu'on peut imaginer, pour vraiment boucler la boucle et avoir cette vertu qui est recherchée en termes d'économie circulaire, est-ce qu'on peut imaginer des certificats de garantie d'origine qui pourraient être fournis aux occupants de la ZAC quand ils vont aller voir un fournisseur en biogaz, et d'avoir idéalement le certificat de garantie d'origine qui permet de savoir quelle est la part qui les a alimentés et qui était vraiment issue de leurs biodéchets? Ouais, c'est l'idée effectivement que ce soit d'abord régional, sinon ça n'a pas de sens. Pour l'instant, on ne peut pas le valoriser réglementairement, mais en effet, chaque occupant aurait la possibilité, et surtout si c'est une solution collective, hybride collective, de faire créer au sein de la copro un contrat d'achat d'énergie avec un contrat de type gaz vert, et en demandant à ce que la garantie d'origine gaz vert soit locale, ce qui aurait complètement de sens. Et ça, c'est possible de le faire, en effet, ouais. C'est pas valorisable, mais ça a tout son sens de faire revenir la production biométhane avec un contrat de garantie d'origine lié à un méthaniseur proche. C'est possible, en effet. Merci. Ouais. Merci de la question. Aujourd'hui, juste pour info, le biométhane est valorisable dans les programmes de type Energy Sprong. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont travaillé sur ce type de programme, qui sont des programmes de valorisation E égale 0 en rénovation à l'échelle d'un bâtiment, où on considère que le biométhane est une ENR, donc qu'il consommera 0 à l'échelle du bâtiment s'il est sourcé localement. Oui. Oui, j'ai une deuxième question. Tout à l'heure, vous avez parlé de 2 autres procédés en complément de la méthanisation, et vous avez dit que vous n'aviez pas assez de temps pour développer. Ouais. Je profite du temps d'échange pour vous reposer des questions sur les 2 autres principes. Quand on parle de méthanisation, on parle de méthanisation de déchets ou d'intrants qui sont d'origine agricole ou des boues ou autres, mais on ne peut pas tout méthaniser. Il y a des déchets du bois de classe, d'un certain type de classe, des palettes et autres qu'on ne pourrait pas mettre dedans, qui sont difficilement recyclables et qu'il faut brûler. Donc on utilise un procédé qui s'appelle la pyrogazéification, c'est-à-dire monter de la matière de ce type-là très vite, très haut en température, en absence d'oxygène, qui va craquer un tas de molécules, de l'hydrogène, du CO2 et du CH4. C'est ce CH4 qui nous intéresse, parce que le gaz naturel, c'est du CH4. On vient récupérer ce CH4 et l'injecter dans les réseaux au même titre que le biométhane.
Ça, c'est un procédé intéressant. Et puis, il y a le méthane de synthèse, qui est la recombination du CO2, qui pourrait être issu soit d'un industriel qui produit du CO2 et qui arrive à le capter dans ses fumées, et recombiné à de l'hydrogène. Hydrogène vert, donc CO2, H2. On combine les molécules et on fait du CH4 de synthèse. On appelle ça la méthanation. Et c'est un gisement très important pour demain, qui permettra effectivement d'arriver au complément des 100% de gaz vert à l'horizon 2050. J'aurai plus de détails si vous voulez passer sur le stand GRDF tout à l'heure, n'hésitez pas. Je crois qu'on a utilisé tout notre temps. En tout cas, un grand merci pour votre attention. Et puis, n'hésitez pas à passer nous voir sur le stand. Merci.